Et on va fantasmer sur, encore une fois, quelque chose d'irréel. Avant, il y avait ce côté très animal, là, c'est quelque chose de très froid. Bonjour, bonsoir, je m'appelle Morgane Beauvais et dans la vie, je suis sexothérapeute. Sur cette chaîne, je parle des sexualités, des pratiques alternatives, des fétiches en tout genre et des orientations romantiques et sexuelles. Les personnes interviewées mettent leur intimité à nu à travers des témoignages uniques et sans tabou. Vous écoutez Cinéden Sublime, le podcast des sexualités, disponible sur toutes les plateformes de streaming. Édouard, nouveau podcast, nous avons parlé de la matière du dénime, du cuir et aujourd'hui nous allons parler de la corsetterie et plus précisément de la domination et du contrôle de l'image de cette matière. Nous allons évidemment tendre vers des aspects plus philosophiques et bien évidemment plus fantasmagoriques. Avant toute chose, peux-tu me parler un petit peu de cette matière, ce qu'elle comprend, ce qu'elle compose et puis même de son histoire ? La corsetterie, c'est un objet, on peut le qualifier ainsi, qui regroupe plusieurs matières. Et c'est en cela qu'il est très intéressant à étudier, parce qu'au sein d'un seul et même objet, on va avoir du coton, on peut avoir de la dentelle, on peut avoir du bois, on peut avoir du fer. Bref. Et derrière donc, cet objet qui a fait couler beaucoup d'encre, hein, on va le constater à travers son histoire, ces différentes matières vont aussi évoluer. Les premiers écrits, on les retrouve sous l'Antiquité, où les femmes portaient donc une ceinture juste au niveau de la poitrine afin de pouvoir maintenir la poitrine, et les hommes portaient aussi une ceinture au niveau donc des abdomens pour le sport. Voilà, c'est-à-dire les athlètes portaient ça. Donc on est dans des prémices de la corsetterie, ça s'appelle pas comme ça encore. Jusqu'au Moyen-Âge, où le Moyen-Âge, voilà, on va avoir les premiers corsets qui vont apparaître pour aplatir le ventre. Voilà, on va avoir en fin de compte quelque chose qui va permettre d'aplatir le ventre. Et il va falloir attendre alors là, Louis XV. Donc c'est sous Louis XV que la torture arrive, c'est-à-dire que le corset est une cage. Là, on commence à avoir du fer. On veut absolument que la taille soit extrêmement fine. Et bon, il va y avoir des dérives. Alors, il y a beaucoup d'écrits sur la corsetterie. Et ça, je tiens à faire un petit disclaimer sur ça. C'est-à-dire que la corsetterie, il y a les écrits des médecins, il y a les écrits aussi des intellectuels, et il y a beaucoup de choses qui divergent. Mais bon, on va rester sur l'objet en tant que tel, et aussi on peut voir déjà à cette époque-là, et notamment si vous voyez les tableaux des femmes, elles n'arrivaient pas à s'asseoir. Enfin, c'était impossible de s'asseoir. Vous les voyez toujours légèrement courbés, légèrement fléchis, parce qu'il était impossible de s'asseoir avec ça. Vous ne pouviez pas, c'était une cage en fer, vous respiriez à peine, il fallait qu'il y ait quelqu'un qui vous noue en fait à l'arrière. Donc c'était vraiment tout un stratagème pour servir quoi ? Une esthétique. Et c'était une esthétique, mais laquelle ? L'esthétique des nobles. Il était formellement interdit qu'un bourgeois porte un corset. Où une bourgeoise porte un corset, ce n'était pas possible. Non, c'était l'apparat de la noblesse, ou de la royauté, etc. Et alors j'ai dit homme ou femme, oui, parce que les hommes portaient des corsets. Les hommes portaient des corsets, et notamment les militaires. À cheval, c'est-à-dire qu'à cheval, vous aviez en fait un corset pour vous tenir droit. Et cela a perduré, alors on va en parler, mais jusqu'au 19e siècle, il y avait encore cette mode, il y avait l'effet de mode, mais aussi il y avait le côté très militaire, des hommes qui portaient le corset. Donc c'était pas exclusivement quelque chose pour les femmes, mais dans l'imaginaire, on voit ces femmes, Marie-Antoinette, etc. On lui noue le corset extrêmement serré, mais il y a beaucoup d'affabulation. Hein, voilà, il faut lire beaucoup d'écrits de cette époque-là. Il y a beaucoup de choses qui disaient que les tours de taille allaient jusqu'à le tour complet, 33 cm, mais il y a aucun écrit avéré en fin de compte sur ça. Je pense qu'il y a beaucoup de fantasmes. Il y a des fantasmes sexuels, mais aussi beaucoup de fantasmes en fin de compte sur l'utilisation de ce corset-là. Mais après, au 19e, il va y avoir un retour parce que sous le Premier Empire, on va avoir des robes très fluides, on va avoir une inspiration très antique. Donc pareil, avec une ceinture qui va être sous la poitrine. Et l'époque victorienne, et on va dire la deuxième moitié du 19e siècle, va donner un grand retour en fait à ce corset
corset. Chez les hommes, avec le dandysme, on va avoir ces hommes qui vont avoir une taille très 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 fine. Et aussi dans le côté militaire. On va l'abandonner dans les années 20-30 et on va le retrouver un petit peu plus après dans les années 50 avec la guêpière et notamment Christian Dior qui va remettre en fin de compte cette taille très fine. Mais voilà, on va dire que l'âge d'or, entre guillemets, ou du moins la barbarie qui se cache derrière ce corset était plutôt sous Louis XV et au début du siècle, vous allez voir des corsets qui vont vous cambrer pour faire des fesses énormes et une poitrine énorme, donc vous avez l'impression de ressembler à un cheval. Il y a quelque chose d'animal en fait. C'est-à-dire qu'on va désirer quelque chose qui n'est tout simplement pas réel. On va presque remodifier Ève. Comment tu peux justement me parler de cette structure du corps avec le corset ? Alors, comme je disais là juste avant, on va remodifier Ève, on va structurer le corps, on va le remodeler. Il y a quelque chose aussi de très imaginaire, parce que la mode, parce que là on va parler de la mode, je ne vais pas forcément parler des hommes en tant que tels, mais on va vouloir créer une morphologie qui n'existe pas. Il y a quelque chose qui n'existe pas. Il va y avoir des choses terribles, parce que les jeunes femmes, pendant l'adolescence, vont porter ça. Donc, c'est-à-dire que les os vont se modifier, vont changer de place, les organes. Donc, il va y avoir quelque chose de surnaturel, presque d'irréel. Et encore une fois, je prends l'exemple du début du siècle, où vous pouvez voir ces femmes qui étaient extrêmement cambrées, et de cette figure presque animale. Dans les années 60, on va complètement perdre ça, années 60-70. Il y a eu la guêpière évidemment pendant les années 50, mais années 60-70, on va arrêter ça, on va libérer le corps, des femmes et des hommes, et petit à petit, on va avoir une autre partie du XXe siècle, et la fin du XXe siècle, qui va être la reconquête de ce corset, mais une reconquête plus bienveillante, et aussi un peu plus punk. Voilà. Édouard, peux-tu nous en dire un peu plus justement sur cette reconquête du corset ? La reconquête du corset, elle passe à travers différents stylistes et différentes personnes. Tout simplement, à partir des années 70, on va avoir la figure de Chantal Thomas. Chantal Thomas, c'est on remet au goût du jour la belle lingerie, on remet au goût du jour le corset, on va sublimer le corps des femmes et tout en s'inspirant du cabaret, parce que c'est le cabaret, c'est le burlesque qui va redonner en fait un coup de boost à cet objet qui avait été délaissé par les icônes des années 60-70. Et plus tard, on va avoir donc un personnage, une personne très emblématique et très mystérieuse que l'on appelle Monsieur Pearl, Mr. Pearl, qui va... lui, donc, il va avoir un corset même pour lui, et il va designer énormément de corsets pour beaucoup de stylistes. Christian Lacroix, Jean-Paul Gaultier, John Galliano, Thierry Mugler, etc. Et tous ces stylistes de cette époque, des années 80-90, vont donner un second souffle au corset. Et on va le voir partout. Absolument partout, c'est-à-dire que tous les icônes, par exemple, du R&B des années 2000, style les Pussycat Dolls, ou même on va pouvoir avoir Thierry Mugler qui va aussi créer ces corsets métalliques, et on va reparler du métal et du corset parce que c'est intéressant, mais Jean-Paul Gaultier et Madonna avec ce corset et ses seins coniques. Donc il y a encore quelque chose de très métallique, de très robotique. Et Kylie Minogue, on peut parler d'elle, et de toutes ces pop stars des années 80, 90 et ensuite 2000 vont se réapproprier le corset. Mais le corset va moins être un carcan, va moins être une cage, mais va être source de fantasmes peut-être un petit peu plus légers, peut-être plus sensuels. Là, on va plus être dans la modification du corps, mais plus dans la libération de ce corps-là et la réappropriation des femmes de leur propre corps. Est-ce que tu peux me parler un petit peu du rapport qu'il y a entre la corsetterie et la robotique ? Alors ce rapport, il est pas avéré. Là, c'est juste moi, dans mon esprit un peu torturé, etc., que je fais ce rapprochement, mais parce que c'est très intéressant de voir les collections de Thierry Mugler.
Et il a fait beaucoup de collections, en fait. Il a habillé beaucoup de femmes avec des habits métalliques et qui se rapprochent, en fait, de l'androïde. Et le corset est un peu ça, c'est-à-dire que le corset devient une plaque de métal, en fait, sur soi, et alors que le reste est de la chair. Et on va fantasmer sur, encore une fois, quelque chose d'irréel. Avant, il y avait ce côté très animal, là, c'est quelque chose de très froid. Le métal. Et on va avoir ces robots, et encore les symphoniques de Madonna, c'est pareil. Il va y avoir quelque chose de très science-fiction, en fait. Et derrière, c'est évidemment tout le fantasme des films de science-fiction comme Blade Runner, etc. On va être face à une personne de chair, mais au final, à l'intérieur, il s'y cache du métal. Alors, est-ce qu'il y a un cœur qui bat derrière ce métal ? Ça, on ne sait pas. Mais dans tous les cas, on a du désir. On a du désir et on va le retrouver, ensuite dans les films, dans la pop culture, mais véritablement, et c'est le mot, c'est la chose que l'on doit garder derrière le corset, c'est que oui, il y a une modification du corps, il y a peut-être une domination, il y a peut-être une mode qui a été très très dure, mais aujourd'hui, c'est le burlesque qui reprend le corset, c'est les femmes qui reprennent le corset pour elles-mêmes, elles en font ce qu'elles souhaitent, et c'est la réappropriation du corps. Et même si aujourd'hui, le corset, et on ne le voit pas partout. Outre le burlesque que tu as pu citer, où en est aujourd'hui la corsetterie ? Alors la corsetterie, tout comme la lingerie, parce que la corsetterie, c'est le terme qui englobe aussi un peu toute la lingerie, est quelque chose qui, non pas n'existe plus, ça existe toujours bien sûr, mais on va avoir énormément de courants qui vont enlever la lingerie, qui vont enlever le soutien-gorge, qui vont enlever la corsetterie, et on va avoir plus une libération des corps, comme dans les années 60, où les femmes vont être seins nus, et on va laisser entrevoir. C'est-à-dire que là où le corset permettait de rehausser la poitrine, de donner une autre taille, de donner une autre morphologie, et bien là, sans lingerie, sans soutien-gorge, le vêtement seul va laisser entrevoir quelque chose et tout le reste est imaginaire. Tout le reste est littérature. Et c'est là où notre prochaine rencontre sur la soie va faire écho et va prendre tout son sens. Parce qu'on va laisser percevoir sans rien dire. Merci Édouard et merci à vous de nous avoir écoutés. Le prochain podcast sera sur la matière de la soie, sa philosophie et puis toute sa poésie. Si vous avez apprécié ce podcast, n'hésitez pas à me soutenir et repartager mon travail. Je vous invite à découvrir les nombreuses thématiques que j'aborde sur l'intimité, les relations, les pratiques sexuelles en tout genre, à travers des témoignages uniques et surtout sans tabou. Ces podcasts sont disponibles sur votre plateforme de streaming préférée en cherchant Cine Eden Sublime. Avez-vous déjà envisagé une sexothérapie ? Vous vous interrogez peut-être sur votre intimité, vous rencontrez un problème avec votre sexualité seule ou en couple, vous êtes au bon endroit. En tant que sexothérapeute, j'accompagne toutes les personnes désireuses d'avancer vers le mieux-être. Rendez-vous sur cineedensublime.com pour prendre rendez-vous. Ain't about money, it's about being loyal. Cause when I had nothing, they stayed on my soil. The grass might be greener on the other side, but not for the ones who left me out to dry.